Tout de suite, magazine. Rien n'est plus meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie, dit Damas Potvin. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les jeunes s'interrogent. Nous parlerons aujourd'hui des jeunes et développement. Les jeunes doivent-ils s'élancer à l'agriculture? Et pour ça, nous recevons M. Patrick Moulumba qui est entrepreneur. Bonjour M. Patrick. Et du côté des jeunes, nous avons Enoch. Bonjour Enoch. Et nous avons aussi Yvon. Bienvenue à cette émission. Monsieur Patrick, qui peut être appelé agriculteur? Le terme est quand même assez simple. Je pense qu'un agriculteur, c'est la personne qui fait de sa profession de pratiquer l'agriculture, c'est-à-dire planter, récolter et vendre les produits de sa production. Et ça peut être dans l'aquaculture, la pisciculture ou l'agriculture de production normale. Y a-t-il de conditions pour être appelé agriculteur? Je pense que la seule condition, comme dans n'importe quelle profession, c'est la rémunération. Donc je pense que si quelqu'un pratique l'agriculture et il est rémunéré pour ses efforts, c'est un agriculteur. Et vous qui êtes déjà dans ces secteurs, quelles sont les cultures adaptées à notre climat ici en RDC? Précisément à Kinshasa ou dans notre province où vous avez déjà eu à exploiter? Oui, ça c'est une question un peu piège, hein, parce que au fait, la localisation du Congo permet de planter presque 90% des cultures dans le monde. Et on peut même aller jusqu'à 100% si on contrôle les environnements. Par exemple, la culture en serre permet de faire l'agriculture même dans les endroits où il n'y a pas d'eau, où la terre est infertile. Donc comme je dis, c'est une question piège parce que on peut faire l'agriculture. En Israël, il peut faire l'agriculture dans le désert. C'est qu'ici, nous pouvons faire n'importe quelle agriculture. En fait. Dites-moi un peu, j'ai appris que vous étiez dans autre chose avant de devenir agriculteur. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter votre travail pour devenir agriculteur? En fait, mon parcours, au début, je voulais être agriculteur. Donc, c'est-à-dire quand j'étais petit, j'ai toujours eu cet intérêt-là en agriculture, mais aussi en médecine. Donc la médecine, c'était la deuxième chose, ou bien la première chose que je voulais faire. Et c'est devenu la chose favorite des parents, parce que avoir un médecin dans la famille, c'est plus intéressant qu'avoir un agriculteur. Donc je me suis donc orienté vers la médecine. Et c'est avec des changements, je peux dire, des changements des conditions. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fini l'université, je suis parti au Canada pour poursuivre mes études médicales. Les choses ont changé un peu, je commençais à avoir le temps que ça va prendre pour devenir médecin et je voulais avoir un impact assez direct maintenant. Alors je me suis réorienté vers les affaires et naturellement les affaires m'ont amené vers la production agricole. Qu'est-ce que vous faites concrètement en fait? Ma compagnie Logix Global est une entreprise portefeuille qui est basée à Montréal, avec des succursales dans les autres pays en Afrique, notamment au Kenya, en Côte d'Ivoire et ici au Congo. On fait tout ce qui est agriculture et les secteurs connexes à l'agriculture. Donc l'agriculture de production, la distribution, la transformation, l'agrotech, donc toute la technologie autour de l'agriculture et la distribution des intrants agricoles, que ce soit les semences, les fertilisants, les pesticides, les insecticides pour les projets agricoles et l'accompagnement pour les entrepreneurs agricoles qui ont des projets agricoles. Ils ont besoin d'accompagnement plus pointu pour amener leurs projets à terme. Là, ils vont nous contacter pour les aider avec leurs projets agricoles. Et parlez-nous un peu de vos débuts, comment ça a commencé, qu'est-ce que vous avez fait exactement jusqu'à aujourd'hui?
Mais au Congo, ça n'a pas été facile. Quand on s'est lancé, on a commencé petit pour faire des tests de sol, de certaines cultures, voir ce qui est le plus profitable, ce qui est le plus facile à gérer. Et comme nous, au niveau des partenaires, on était tous au Canada, on devait avoir une culture qu'on est capable de gérer à distance ou qui prend plus de temps que le maraîchère, par exemple, pour pouvoir pousser. Ça nous permet le temps de descendre sur site pour poursuivre l'évolution des travaux. Mais je peux vous dire, à notre première récolte, on a quasiment perdu tout ce qu'on avait planté. On a eu des attaques de chenilles légionnaires. On n'était pas prêt à combattre cela. On n'avait pas les insecticides nécessaires pour combattre. Presque 70% de notre production était allée à l'eau. Mais c'est pour ça que nous, on n'est pas des agriculteurs. On est des entrepreneurs agricoles. Donc, c'est deux choses différentes. Okay. Donc, dans l'entrepreneuriat agricole, on comptabilise ce risque-là de perdre. Alors, on s'est retrouché les manches, on a continué. Et finalement, 4 saisons plus tard, on est au Kasaï central. On est déjà en saison de récolte. On travaille avec plus de 800 agriculteurs paysans qui produisent et nous, on facilite tout ce qui est évacuation et commercialisation de produits agricoles. Et sur nos environ presque 100 hectares, on produit le maïs et le soja. Et pensez-vous qu'avec le contexte actuel de la Covid-19, l'agriculture peut intéresser beaucoup? Je pense que ça devrait intéresser. Ce n'est pas que ça peut intéresser. Je pense que les jeunes, surtout les jeunes qui se demandent qu'est-ce que je dois faire, il n'y a pas d'emploi, qu'est-ce que je peux faire pour changer les conditions de ma vie. Je pense que l'agriculture est le secteur le plus accessible. Il est évolutif. Tu peux commencer très petit et graduellement monter ajouter, augmenter ce que tu fais comme travail. Tu peux commencer sur un petit terrain de 40 sur 40 et finalement, quelques années plus tard, tu peux être sur du 10 hectares, 15 hectares. Donc c'est vraiment le meilleur secteur à faible moyen pour commencer une carrière. Et vous pensez qu'avec ce qui se passe actuellement, l'économie de presque partout dans le monde est par terre, l'agriculture peut aider à remonter la pente? Je dirais dans toute l'historique de développement des pays, oui. La première chose qu'ils font quand ils commencent à développer leur pays, c'est l'agriculture. Ils vont commencer avec l'agriculture, après ils vont industrialiser l'agriculture. Et ça, c'est même avant de faire les routes, avant de faire l'électricité. Donc quand les colons sont venus, ils ont identifié d'abord où est-ce qu'on pourrait s'installer par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à la qualité de la terre, avant même de penser comment je vais faire pour avoir de l'électricité et tout ça. Donc, la raison pourquoi le Congo, on est plus instable économiquement, même dans un temps comme le temps de la pandémie du Covid, c'est exactement parce qu'on n'a pas su contrôler et développer notre secteur agricole et l'agro-industrie. On dépend de l'extérieur. Donc ça veut dire que tout ce qui arrive dans le monde nous affecte nous directement. Si à New York il y a un petit problème à la bourse, le Congo est endommagé parce que les prix des minéraux tombent, alors l'économie du Congo tombe. S'il y a des blocages, une guerre en Asie par exemple, on ne va plus avoir du riz. S'il y a un problème au Brésil, on ne va plus avoir du maïs. Donc vous voyez qu'on est dépendant de l'extérieur pour les besoins primaires. Et les besoins primaires devraient être contrôlés par le pays lui-même, par la population, par les entrepreneurs congolais. Mais nous, on n'a pas su faire ça. Alors, on est complètement dépendant de ce qui se passe autour de nous. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que l'agriculture peut nous aider à stabiliser notre économie? C'est 100% l'agriculture qui va non seulement stabiliser notre économie maintenant, mais nous assurer une stabilité continuelle et évolutive dans le temps. C'est-à-dire quand on va aller dans l'agro-industrie, quand la majorité des choses que nous consommons chez nous est produite chez nous, on va être beaucoup plus stable. Parce qu'on peut fermer tous les robinets, on peut nous interdire l'électricité, mais si la population congolaise, elle mange, elle dort en paix, on n'aura pas de problème. Okay.
Vous comprenez? Okay. Donc c'est le secteur primaire et stratégique pour l'indépendance d'un pays. Ok. Yvon. Bien, merci. Au micro, s'il te plaît. Bien, merci, Monsieur Patrick. Je vous ai suivi avec attention. J'ai deux petites préoccupations. J'aimerais savoir, puisque l'agriculture, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure, est parmi le socle du développement économique de la République démocratique du Congo, comment pensez-vous accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole? Je pense que nous seuls, on ne peut pas encadrer tous les jeunes. Parce qu'on a 80 millions d'hectares arables et 40 millions d'hectares irrigables. Okay? Donc ça veut dire que le travail va prendre l'effort collectif de plusieurs entrepreneurs qui vont diversifier leurs investissements et aller dans l'entrepreneuriat agricole et dans l'accompagnement des jeunes. On a beaucoup des agronomes, on a tout ça. Donc on a tous les outils nécessaires sur place pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais présentement, ils sont juste désorganisés et ils ne sont pas connectés. Donc ce que nous, on est en train de faire cette année, c'est qu'on va installer à Kinshasa à partir du mois de mars un incubateur, accélérateur pour les agripreneurs, comme moi je les appelle, c'est les entrepreneurs agricoles. On va avoir aussi un programme de mentorat pour accompagner les jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs agricoles. Et moi, c'est très important de faire cette distinction-là. Parce qu'on parle d'agriculture, on parle souvent de l'agriculture de production. Okay. Moi, je ne parle pas de l'agriculture de production seulement. Je parle de toute la valeur, la chaîne de valeur agricole. Le stockage, la transformation, le transport, tout ça, ça fait partie de la chaîne de valeur. On a besoin des entrepreneurs dans le secteur agricole qui se spécialisent dans chaque niveau de la chaîne de valeur. Okay? Du village jusqu'à l'assiette à la maison, il faut des entrepreneurs. Donc, notre programme a l'objectif, d'ici la fin de 2021, d'avoir 100 entrepreneurs agricoles avec des projets activés, des entreprises formalisées qui sont ici au Congo. Donc, que ce soit des entrepreneurs de la diaspora qui viennent investir par notre canal au Congo dans l'entrepreneuriat agricole, ou que ce soit des jeunes d'ici qui ont des projets porteurs qu'on va accompagner pour développer une vraie entreprise agricole. Bien, et quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour pouvoir atteindre votre cible prioritaire? Et la sous-question, quels sont les critères que vous admettez avant que ce jeune soit retenu pour bénéficier de votre accompagnement? Okay. Ce qu'on a, on a compris, c'est qu'on devait donner, un des plus grands problèmes, c'était l'accès aux terres. Donc avec des partenaires, on a négocié 300 à 500 hectares dans le Congo central, à Kisantu. Ça nous permet, nous, de mutualiser les dépenses au niveau des tracteurs, au niveau des entrepôts de stockage, au niveau de la sécurité du site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner à chaque jeune entrepreneur retenu dans notre programme 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, où il pourra faire son exploitation sous notre encadrement. Mais il y a un processus pour arriver à cela. Le processus commence avec l'incubateur, où vous suivez les formations de base. Dans l'entrepreneuriat agricole, on a des formations comme comment choisir son sol, comment choisir ses semences, comment choisir la localisation de ton projet, comment gérer le personnel sur le projet, payer mensuellement ou payer à l'œuvre. Tout ce genre de formation, on va leur donner aux jeunes. Vous voyez que dans la formation, je ne parle pas de l'agronomie, je parle de la gestion du projet. Donc un entrepreneur n'est pas celui qui va planter. Un entrepreneur, c'est celui qui va gérer la vision de son entreprise. Donc nous, on forme les jeunes pour qu'ils développent cette aptitude entrepreneuriale. Ensuite, il va à l'accélérateur. L'accélérateur, c'est là où on va maintenant travailler avec lui pour créer son business model, créer son business plan et voir vraiment la faisabilité de ce qu'il entreprend. Et si c'est intéressant, en avril, on lance une plateforme qui va permettre à la diaspora de financer directement des projets des jeunes entrepreneurs agricoles qui sont formalisés. Donc, ils ont un SARL ou un SAS, par exemple, ou un SA. Ils vont pouvoir prendre de la participation dans leurs projets agricoles. Et ensuite,
ils vont à Kisantu pour développer leur projet. Vous parlez de la formation. C'est une formation qui prendra combien de temps? Au fait, la formation dépend. Donc moi, je dirais l'accompagnement en entier, c'est sur une année, mais par étapes. Donc, il y a le niveau débutant, intermédiaire et le niveau avancé. Et chaque entrepreneur aussi vient avec un certain bagage qui fait que lui, ça peut faire 3 mois, 4 mois et il est déjà prêt parce qu'il a peut-être essayé des choses en avant dans d'autres secteurs. Et il y a d'autres que ça va prendre vraiment de le construire de zéro à le préparer. Donc, ça dépend du jeune. Parlons de la formation. On a remarqué que beaucoup de jeunes sont au chômage parce qu'ils n'ont pas de moyens aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que les jeunes peuvent attendre quelque chose de vous? En fait, ça veut dire qu'ils viendront gratuitement pour suivre cette formation et peut-être les mettre sur le marché. En fait, quel sera le contrat qu'il y aura entre vous et ces jeunes qui viendront suivre la formation? Moi, je ne suis pas une ONG. Oui. Donc, je ne suis pas dans la gratuité de l'enseignement. Si j'étais le gouvernement et puis j'avais accès aux fonds de la Banque mondiale, je offrirais l'éducation gratuite. Mais je n'ai pas l'éducation gratuite parce que ça me prend d'abord moi-même mon temps, parce que j'essaie de m'impliquer au maximum, malgré que je gère plusieurs entreprises. Et aussi, le temps de développement des formations, c'est vraiment coûteux. Et nous, on fait ça sur fonds propres. On fait ça complètement sur fonds propres. Donc, on va trouver des moyens d'aménager des jeunes qui ont un projet ou une ambition vraiment remarquée. On peut trouver un processus avec eux. Mais sinon, ça sera payant, mais ce n'est pas très cher. Ok. Enoch. Merci, Maman Astrid. Et merci à M. Patrick. L'agriculture, un domaine aussi important. Je me demande parfois pourquoi est-il aussi négligé par notre gouvernement. Je sais que vous n'êtes pas du gouvernement, mais je me demande par moment si vraiment la terre fertile que nous parle, que nous avons une terre fertile qui peut produire autant, si c'est vraiment une réalité. Parfois je me dis, est-ce que ce n'est pas un problème d'homme? Est-ce que ce n'est pas un problème que les agriculteurs ne sont pas bien considérés dans notre société? Pourquoi? Parce que vous voyez, les agriculteurs et agricultrices restent des cibles, je dirais même des cibles les plus importantes dans la lutte contre la pauvreté en RDC. Mais le problème c'est quoi? Vous n'êtes pas bien rémunérés, vous les agriculteurs, ou bien c'est juste un problème de la faiblesse de l'homme? Oui, d'abord, je ne suis pas agriculteur, comme j'ai dit. Je suis entrepreneur agricole. Donc, c'est deux choses différentes. Et puis, je vais répondre à ta première question par rapport à la fertilité du sol. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est relatif. Vous voyez, le Congo a un sol qui est structuré d'une manière à favoriser l'agriculture. Mais ça ne veut pas dire, comme on a l'habitude de dire, tu prends une graine de maïs, tu jettes, ça va pousser. Non. L'agriculture, c'est plus compliqué que ça. C'est une profession. Il faut se professionnaliser, il faut s'éduquer, il faut connaître les meilleures techniques de production. Donc, quand un villageois il produit 700 kilos, il jette les graines un peu partout, éparpillées, il ne calcule pas, il ne plante pas en ligne, il ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a dans son sol, il ne sait pas c'est quoi la fertilité. Il va avec l'intuition traditionnelle, passer de père en fils dans des générations. Et il va penser pouvoir récolter quelque chose avec ça. Donc, les agriculteurs vont faire 700 kilos par hectare, 1 tonne par hectare. Nous, on peut arriver jusqu'à 10 tonnes par hectare sur nos productions. Mais on doit y investir. On a une équipe d'agronomes. Donc, je pense que le problème dans l'agriculture au Congo, c'est le manque de professionnalisation des paysans. Si vous allez, par exemple, au Canada, les villageois, l'équivalent de nos villageois, c'est les fermiers, par exemple, au Manitoba. Mais ce n'est pas des villageois. Ils connaissent très bien ce qu'ils font comme travail. C'est ça leur profession, ils vivent de ça et ils peuvent avoir 10 hectares, 20 hectares, 100 hectares et c'est vraiment une profession qu'ils font. Nous, on n'a pas ça ici. Donc, on n'a pas su valoriser la profession d'agriculteur en professionnalisant les paysans qui font la production agricole. Mais sinon, le sol est réceptif et très bien structuré pour l'agriculture. Ok. Alors, comment faire pour redynamiser notamment ces secteurs
agricole. Pourquoi? J'estime que la redynamisation de ces secteurs agricoles sera une réponse à, je dirais même à l'exode rural, à la pauvreté qui règne en maître dans notre pays. Comment faire pour redynamiser les secteurs en question? Oui, tu as absolument raison. 70% de la population congolaise est employée dans l'agriculture ou fait de l'agriculture de consommation en milieu rural. Donc, si on veut avoir l'impact sur le plus grand nombre de Congolais, ça serait dans l'agriculture, on devrait commencer, parce que la majorité sont dans l'agriculture. Donc, si tu dis, quelle action je peux poser pour affecter le plus grand nombre des Congolais le plus rapidement possible, ça serait dans l'agriculture, parce que tu vas affecter 70% de la population. Mais là, tu m'envoies un peu dans la politique. Hein. Mais je pense qu'il faut marier la volonté politique de créer un cadre, un environnement simple pour le développement de l'agriculture et le secteur privé. Moi, je pense que la plus grande part de la charge devrait être dans le secteur privé. C'est des entrepreneurs comme moi, peut-être toi dans le futur, qui doivent dire, mais moi, je vais aller à tel village, je sais qu'ils produisent du café, et je sais que ils perdent. Comment je peux faire pour amener ce café en ville, pour le transformer, pour le consommer localement, pour le commercialiser localement. Donc, le gouvernement a une grande charge de non seulement faire la promotion de l'agriculture, mais faire la facilitation pour ceux qui vont se lancer dans l'agriculture. Je te donne un exemple simple. Si nous, on importe des engrais, les engrais sont exonérés. Mais on doit faire tout un processus pour aller chercher l'exonération. Au lieu que ce soit codifié directement à la douane, que s'ils amènent tel produit qui entre dans telle rubrique, ils sont exonérés automatiquement. Donc la majorité de commerçants ne savent pas toutes les exonérations qu'ils ont. Alors tout devient plus cher sur le marché. Donc moi je dis la solution, hein, c'est un teamwork, un travail d'équipe entre le gouvernement et le secteur privé. La taxation au niveau des trucs agricoles. Ah, mais tu ouvres une minoterie ici, tu vas avoir toutes sortes d'agences qui vont venir te demander des impôts, et même des impôts sur l'agriculture, des impôts sur l'environnement, toutes sortes d'impôts. Et si tu calcules, et nous on a fait ces calculs, tu peux arriver à 52% de ton revenu qui va à l'État. Et vous souffrez de ça? Vous souffrez de ça, non? Tout le monde souffre de ça, non? On sait comment s'organiser pour ça, mais sinon, tout le monde souffre de ça. Yvon. Bien, Monsieur Patrick, je vous ai suivi encore avec attention tout à l'heure au moment où vous avez évoqué quelques obstacles, difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Ouais. Alors, le projet que vous voulez focaliser sur la jeunesse dans l'agriculture, c'est un projet qui prendra une hauteur de combien d'années et quels sont les différents partenaires qui sont disposés à vous accompagner dans ce projet? Ok, au niveau du temps du projet, c'est pas un projet ponctuel. Comme je dis, on n'est pas une ONG. Et je pense que c'est un fléau au pays qu'on a autant des ONG qui travaillent sur des projets. Nous, c'est une entreprise. Donc j'ai l'intention un jour que mes enfants vont reprendre l'entreprise et ensuite leurs enfants et leurs enfants et leurs enfants. Donc il n'y a pas de fin à ça. Je pense qu'on fait les comparations, on te dit 99 ans renouvelables. Donc je serai déjà mort avant que mon entreprise atteigne ce niveau-là de renouvellement. Okay. Donc, on n'a pas de limite. Je pense qu'on va continuer jusqu'à ce qu'on va sentir qu'on a atteint certains objectifs et puis on peut diversifier ce qu'on fait. Au niveau du support, je dois dire qu'à 99%, présentement, on fait ça sur fonds propres et avec un accompagnement majeur de la diaspora. La diaspora congolaise nous a agréablement surpris par l'enthousiasme qu'ils ont manifesté dans nos projets agricoles. Et on développe beaucoup de projets agricoles avec eux, on gère des projets agricoles pour eux, par des entreprises qu'on crée pour eux ici au Congo. Donc s'il est au Canada, aux États-Unis, il veut faire l'entrepreneuriat agricole au Congo, nous on incorpore l'entreprise, on structure tout et on gère les projets pour eux. On a aussi, on est en train de travailler présentement avec Kobo Hub
de Sidonie Laterre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle fait l'accompagnement pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui ont des projets dans la technologie, dans la communication, marketing, fashion, et aussi dans tout ce qui est agriculture de transformation. Donc on est en train de travailler sur une collaboration pour pouvoir intégrer nos incubateurs et accompagner le maximum de jeunes qui vont aller vers l'entrepreneuriat agricole. Mais même ça, on le fait avec fonds propres. Et j'ai eu une discussion très intéressante récemment avec la Chambre de commerce de la RDC. Et je pense qu'on a un potentiel de ce côté-là de travailler ensemble pour aussi maximiser la portée de nos actions au Congo. Et donc, si je comprends bien, sur place en République démocratique du Congo, vous comptez beaucoup plus sur l'apport de la grande chambre du commerce de la République démocratique du Congo pouvant vous accompagner dans ce projet. Par contre, je m'aimerais aussi ajouter une chose. Ce projet axé sur l'agriculture et concentré sur la jeunesse est un projet qui nécessite un accompagnement, un soutien de la part du gouvernement, de la part des institutions majeures ou entre autres des institutions financières. Moi, je trouve que le mieux serait, à travers de telles émissions ou de tels magazines, en parlant de tous ces projets, en tout cas, je trouve que les partenaires ne fermeront pas leurs oreilles tout en entendant que l'agriculture contribue au développement de la République démocratique du Congo. Par contre, je m'aimerais aussi ajouter, toujours dans la même optique, que si la jeunesse prenait conscience, si nous, Congolais, on parvenait à s'autodéterminer pour relever les défis, en tout cas, les partenaires ne peuvent pas financer ou accompagner un projet qui est flou. Oui. Les partenaires accompagnent ou financent des projets où on voit du concret, où on voit des actions qui ont été déjà posées, un pas a été déjà posé, mais ça balbute un peu. Et là, le partenaire vient comme un secours. Oui. Alors, aviez-vous déjà des actions concrètes qui ont été déjà posées, oui, qui encourageraient à ces partenaires financiers et autres de vous accompagner? Oui, effectivement, tu as absolument raison. Et je pense qu'il y a même des structures, des institutions financières qui ne cherchent que ça, qu'ils demandent, ils veulent voir des personnes engagées qui ont même commencé à petite échelle, mais qui ont maîtrisé leur petite échelle et maintenant ils cherchent à augmenter. Dans le cas d'exemple, par exemple, nos premières évacuations avec la SNCC. On a travaillé avec la SNCC. Les gens nous disaient non, les rails ne vont pas fonctionner, la SNCC du Kasaï central ne fonctionne pas, mais on a travaillé avec eux. Et cette saison agricole, on va travailler avec eux sur 28 wagons. Mais plus important encore, on a travaillé avec Finca. Avec Finca et d'autres partenaires de la province, nous avons créé un nouveau produit. La DG de Finca et son équipe étaient assez flexibles pour s'asseoir avec nous, dire mais comment on peut intervenir dans ce que vous faites au Kasaï central. Je sais qu'il y a un souci d'évacuation à partir des territoires, mais il y a le chemin de fer qui est là. Comment on peut monter quelque chose, comment on peut structurer quelque chose pour vous accompagner. Et quand on a réussi à faire le montage, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité, en 72 heures, ils ont sorti l'argent, ils ont financé la SNCC, on a discuté avec la SNCC, ils ont accepté d'entrer dans notre modèle qu'on avait créé pour l'évacuation des produits agricoles, et ça marchait. Et cette saison, on refait encore cet exercice-là. Et on est même en train d'aller plus loin avec d'autres partenaires financiers et banquiers. Donc je pense que la professionnalisation de la démarche, tu dis on ne nous aide pas, on ne nous finance pas, mais si je te demande de me monter ton plan d'affaires, souvent ils n'en ont pas. Okay? Ils ont décidé d'avance qu'ils ne vont pas avoir de l'argent, alors ils n'ont même pas essayé. Je pense que c'est ça le but de notre incubateur. De notre incubateur, c'est trouver les jeunes qui ont la volonté de s'améliorer et de se lancer et de mettre l'effort que ça prend pour aller et créer la structure professionnelle qui va maintenant attirer les investisseurs ou les financiers à s'impliquer. Au niveau de l'accompagnement de l'État, tu as parlé
de la grande chambre de commerce. Moi, je pense que l'avantage de la grande chambre de commerce, c'est qu'elle a pour mission d'accompagner les commerçants et les entrepreneurs, surtout les petites et moyennes, dans le lobbying vers le gouvernement. Ça veut dire que si nous, on remarque des soucis dans l'environnement qu'on évolue, la chambre de commerce devient un bon véhicule pour pouvoir amener ces plaidoyeries-là vers les instances gouvernementales d'une manière unie. Donc c'est ça vraiment l'avantage. Et pour l'accompagnement du gouvernement, moi je pense, je suis un peu trop libéral, je pense, où les gens vont me dire que tu es néolibéral, mais je pense que la majorité des choses que l'État touche directement va tomber en ruine. C'est-à-dire que l'État ne pourra jamais se substituer au privé. Vous comprenez? Ça veut dire que si on donne l'État, on me donne moi de l'argent pour faire 100 000 hectares, je vais le faire mieux, plus rapidement, à un prix inférieur que l'État. Et ça, c'est de base. Ah bon? Et comment vous pensez faire ça? La raison, c'est quoi? C'est l'incitatif. Okay. Quel incitatif? Une agence étatique, un ministre, a d'être profitable? Aucune. S'il manque d'argent, ils vont faire la demande au ministère des Finances, ils vont collecter les taxes, les impôts chez la population, ils vont les remettre dans des projets. Combien de projets agricoles ici ont reçu des millions et des millions de dollars pour finir en quoi? Ce que je veux dire, c'est que l'État et les privés doivent faire un partenariat. Ça veut dire qu'au lieu que l'État se mette dans la production agricole, l'État devait prendre tous ces millions-là, faire une banque agricole ou bien un système de garantie de prêt et mettre ces garanties-là à la disposition des banques. Et dans les banques, quand ils vont recevoir les projets des entrepreneurs, ils vont évoluer les projets des entrepreneurs. La banque et l'État peuvent se partager à 70-30 les risques. Ça veut dire que la banque va prendre 30% du risque, l'État va prendre 70% du risque. Et cet argent-là va mieux servir à développer l'agriculture que l'État elle-même qui fait l'agriculture. Donc je ne suis pas, honnêtement, moi je ne suis pas chaud pour m'impliquer étroitement avec l'État. Je pense que il y a certains programmes de l'État qui sont très bénéfiques au privé. Par exemple, le programme volontariste, d'une certaine manière, est avantageux pour les privés parce que tu peux développer tes champs autour du parc agricole et eux, ils vont te fournir les intrants et les choses et tu vas leur vendre toute la production. Donc ça peut intéresser un privé qui ne veut pas beaucoup de risques, qui va investir juste 30%. Mais regardez dans le pays, hein, c'est les privés qui ont détruit ce pays ou bien c'est l'État? Pendant ces débats-là, moi je rentre plutôt moi je note pendant ces débats-là d'abord dire moi aussi je note pas dedans. Mais moi j'aimerais quand même savoir comment est-ce que vous allez procéder parce que vous parlez de la jeunesse qui doit s'impliquer dans ce domaine agricole. Comment pensez-vous faire pour faire adhérer un grand nombre de jeunes au fait dans ce programme agricole parce qu'actuellement nous remarquons que les jeunes aiment plus les travails pas faciles, hein. Je prends l'exemple le bureau, d'être bureaucrate, être journaliste comme moi par exemple, être banquier, mais lui demander d'être entrepreneur peut-être, mais devenir agricole. Comment pensez-vous faire pour convaincre ces jeunes-là à adhérer à cette politique d'agriculture? Mais il ne faut pas minimiser ce que vous faites. Non, je ne minimise pas. C'est grâce à des personnes comme vous qui vous dites il faut qu'on parle plus de l'entrepreneuriat, il faut qu'on invite des experts qui vont parler de leur parcours, mais pas juste des experts, nos agronomes mallettes, hein, parce qu'on a beaucoup des agronomes qui ont fait l'université, ils n'ont même jamais planté une graine dans leur cour arrière, ils n'ont même pas un demi-hectare où ils exploitent. Ils se disent agronomes, ils vont t'envoyer un CV, ils ont travaillé sur quelques projets avec les ONG et tout ça, et ils se disent agronomes. Et moi, je ne suis pas agronome, mais je peux te dire que je connais la majorité, je connais même plus que la majorité des agronomes. Okay. Parce que pour moi, c'est mon entreprise, donc je suis tenu d'apprendre la profession, même si je ne suis pas agronome. Pour pouvoir susciter les jeunes, il faut leur montrer l'exemple.
Je pense que le plus grand manque qu'on a au Congo, c'est que beaucoup des entrepreneurs se cachent. Et j'en connais beaucoup qui sont des entrepreneurs à succès. Ils se cachent, ils ne parlent pas beaucoup de leurs entreprises. Alors ça donne l'impression aux jeunes que ce soit dans la politique ou ce soit dans le gouvernement que je pourrais avoir quelque chose. Pourtant, l'économie, hein, quand vous marchez partout, vous voyez des entreprises et tout ça, c'est des professionnels, mais c'est des entrepreneurs qui font cela. Je pense qu'il faut les amener à commencer à s'afficher plus parce qu'ils vont créer des modèles. Et nous, naturellement, les Congolais, on est des suiveurs. On n'est pas des innovateurs, on est des suiveurs. Donc, on suit ce qui semble être bien. Okay? Quand le président commence à porter le col Mao, tu vas voir, nous tous, on va porter le col Mao. Quand on va voir des entrepreneurs à succès qui s'affichent, tout le monde va vouloir être entrepreneur. Il va vouloir comprendre comment ils font et tout ça. On a besoin de modèles. Et je pense qu'une plateforme comme la vôtre peut faciliter la visibilité de ce modèle-là. Et on a aussi besoin de montrer l'exemple. Ça veut dire que moi, je suis revenu du Canada, j'ai installé mon entreprise, je déménage toute ma famille ici. C'est que je prends vraiment le saut de me dire, je rentre au pays pour donner le maximum que je peux au pays. Beaucoup d'autres personnes doivent faire aussi la même chose. Et quand on aura assez d'exemples, je pense que la jeunesse va naturellement suivre. Si tu demandes à un jeune ici, qu'est-ce que tu veux être, il va dire Jeff Bezos. Il ne va pas dire Patrick Moulumba. Vous voyez? Il va dire Jeff Bezos. Parce qu'on ne connaît pas assez. Exactement. Un message, un mot à cette jeunesse qui nous suit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous qui cherchez à ce que les jeunes adhèrent à cette politique, en fait, à ce domaine d'agriculture. Moi, je parle beaucoup, donc à un mot. Bon, je veux dire, vous allez vous résumer, en fait, hein, pour qu'ils retiennent quand même quelque chose. Ok. Moi, je dirais que la clé du succès, dans n'importe quelle condition, même les conditions les plus difficiles au monde, sont à l'intérieur de toi-même. Donc, il n'y a pas un environnement externe qui peut t'empêcher d'accomplir ce que toi, tu as décidé d'accomplir. Ça, c'est un. Donc, tu dois compter primordialement sur toi-même. Ensuite, tu dois mettre le temps nécessaire pour te professionnaliser, pour t'éduquer, pour apprendre le domaine que tu veux faire. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que tu ne dois pas tu dois être patient. Tu dois mettre tout l'effort, tu dois être déterminé, mais tu dois aussi être patient. Il ne faut pas penser que ça va venir demain, ça va venir après-demain. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais si tu es déterminé, éventuellement les gens autour de toi, les gens qui sont avec toi, vont t'accompagner, vont t'aider pour atteindre cet objectif-là parce qu'ils vont croire en ta vision. Merci beaucoup, vous venez de nous suivre. On a parlé des jeunes et développement. Les jeunes doivent-ils se lancer dans l'agriculture? Vous avez compris. Vous devez vous connaître vous-même, vous devez vous former et vous devez être patient pour réussir dans la vie. C'est par ici que nous mettons fin à notre émission. Les jeunes s'interrogent aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un tout nouveau numéro. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.